Bienvenue à tous, édition spéciale de dernière minute. Nous irons au Sénégal retrouver notre correspondant Ibrahima Sow sur la situation actuelle qui prévaut dans le pays avec la démission de l'ex-première ministre Aminata Touré. Nous irons aussi au Brésil pour parler de l'élection du nouveau président Lula da Silva. Et à cet effet, nous aurons en direct de Dakar l'ancien ministre sénégalais Amadou Lamine Faye, qui est d'ailleurs citoyen d'honneur de Salvador de Bahia, le fief électoral de Lula da Silva. Mais aussi une petite incursion au cœur du conflit russo-ukrainien avec le retour de notre envoyé spécial de Moscou, Mariam Fedjo. Mariam Fedjo, vous êtes de retour de Moscou. Est-ce qu'il était assez émouvant ce voyage au cœur de ce théâtre d'opération? Prendre connaissance de l'histoire russe, surtout en visitant quelques monuments tels que ce qu'on peut appeler le symbole même de Moscou, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, qui est un monument assez emblématique et même photogénique, certainement à cause de ses coupoles colorées, ses briques rouges et bien sûr son architecture qui est typiquement russe. À côté de ça, j'ai aussi visité la cathédrale Christ the Savior Cathedral, which is actually the third tallest cathedral in the world. And it's 103 meters high with the People's Salvation Church in Romania after that, and the St. Peter and Paul's Cathedral. Other than that, I also visited the, the biggest mosque of Moscow, and finally, the Victory Museum. I would like to know why the Victory Museum? Well, the Victory Museum, because it's actually the War History Museum in Russia. You know, it actually exhibits and memorials concerning the Eastern Front War of World War II, which is known in Russia as the Patriotic War. And this museum, you will be actually surprised, it was built in 9 years. It started on 3rd March 1986 and actually got finished and was first opened to public on the 9th of May 1995. So it's quite interesting how they succeeded in keeping the authenticity of the artifacts that this museum harbors. And there are about 75,000 artifacts that are in this museum, and it's built on about 14,000 square meters of land. Nous avons d'ailleurs regardé la dernière production dont le thème était russophobie en Occident contre russophie en Afrique. Alors dites-nous ce que vous avez ressenti étant sur place. Alors ce que j'ai ressenti, c'est surtout l'hospitalité qui m'était apportée en tant que noire africaine. On a toujours tendance à croire qu'on aura un retour de l'antipathie et de la xénophobie de la part des étrangers blancs, mais ce n'était pas le cas. Je me suis sentie vraiment la bienvenue là-bas à Moscou. Vous allez peut-être dire que c'était arrangé, mais je vous dirai tout de suite que non, parce que une toute petite anecdote, quand j'étais là-bas, j'ai emprunté un taxi, un Uber, et une fois arrivé à destination, le taximan me dit, il me fait ce geste-là, non, niet, parce que c'est non en russe. Et ce qu'il m'a dit, la phrase qu'il m'a dit par la suite m'a vraiment bluffé. Il m'a dit « Welcome to Moscow ». Ça, franchement, c'est resté gravé dans ma tête. Mais ce n'est pas tout, car vous avez entre autres marqué un arrêt dans un restaurant ukrainien. C'est un drôle de paradoxe, n'est-ce pas? Surtout vu le contexte mondial qui prévaut avec l'opération spéciale militaire en Ukraine. On ne s'attend pas à voir un restaurant ukrainien en plein cœur de Moscou, mais figurez-vous que j'ai bien déjeuné dans ce restaurant-là 2 fois quand j'étais là-bas, et vous pouvez constater que c'est un restaurant ukrainien habillé en tenue traditionnelle ukrainienne avec des dirigeants ukrainiens même, et voilà, avec toute la décoration que vous pouvez voir là-bas. Et toujours dans cette même lancée, même quand j'étais là-bas, j'ai constaté qu'il y avait des entreprises occidentales qui exerçaient toujours en Russie, comme par exemple la Société Générale, qui est une banque française. Il y avait également le KFC, qui est une société alimentaire américaine. Mais vous allez dire que il y avait des entreprises qui ont voulu quitter la Russie, c'est vrai. Ces entreprises-là ont voulu quitter la Russie. Mais ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement russe a racheté les franchises de ces entreprises-là et réouvert sous d'autres noms.
On a par exemple le McDonald's qui a été renommé et c'est devenu Bikosno Itoshka. C'est vrai que c'est un nom assez compliqué en russe, mais je pense que ça veut dire bon et pan. Il y a également le Starbucks, qui a pris un autre attribut et c'est devenu Stars Coffee. Vous avez certainement fait des rencontres. Petite curiosité, est-ce que vous avez rencontré le président de la Russie, Vladimir Poutine? Well, of course, I didn't get to meet President Putin, but I met a lot of other Russian authorities because I visited the Ministry of Foreign Affairs. And it was quite interesting because I met a lot of other colleagues coming from different other news agencies around the world, including Africa. And I met two girls there. We immediately got along and became friends. And I think that was quite amazing. En gros, Mariam, quelle image gardez-vous de votre séjour à Moscou? Si je dois garder quelque chose, if I should keep something from Moscow, well, I keep a lot of things, a lot of souvenirs. But the most interesting of these souvenirs are when I remember how hospitable these people were, how well-willing they were to help a stranger like me, and most importantly, their joke, actually, you know. I would say that a Russian can crack a joke right here and another Russian will be dead laughing on the floor. But you'll be like, wait, that was a joke? And like, you know, their joke is not very funny actually. But I keep a lot of other souvenirs, but I think the best souvenirs are those that you actually feel and keep with you. So, yeah. Merci encore Mariam Fedio et bon retour à la maison. Thank you. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission Ces dernières minutes. À présent, nous parlons de la victoire de Lula da Silva lors des élections présidentielles tenues le 30 octobre dernier au Brésil et qui, comme un phénix, renaît de ses cendres. Élu avec 50,9% de suffrages valablement exprimés contre 49,1% pour son adversaire Jair Bolsonaro à l'issue du second tour. C'est donc un retour aux affaires pour Lula da Silva puisqu'il avait dirigé le pays entre 2003 et 2011. Et pour en parler, nous sommes avec Morgan Palmer, consultant en intelligence stratégique. C'est d'ailleurs un honneur pour nous de vous avoir en ce jour. Alors dites-nous, quelle analyse faites-vous de cette transition de Lula da Silva de la prison au palais présidentiel? Je m'assois à peine. Il faut dire que vous n'êtes pas très patient sur votre plateau. Mais bon, alors, pour revenir à Lula, c'est un sujet quand même assez sérieux. J'ai un mot qui me vient en tête, c'est le mot résilience. Parce qu'il faut comprendre pour vos téléspectateurs qui nous regardent, qui est ce personnage. C'est un enfant qui, à 10 ans, est abandonné par son père, il se trouve avec sa mère tout seul. À 14 ans, il se met à travailler, il fait des petits boulots. Et aussi, vous avez remarqué, le président Lula n'a pas d'auriculaire gauche. Il a perdu son doigt à 14 ans alors qu'il travaillait comme ouvrier dans une industrie de métallurgie. Et donc, c'est quelqu'un qui a forgé tout son parcours autour de la résilience, autour de l'abnégation. Nous avons également en direct une figure emblématique du Sénégal, Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais, par ailleurs citoyen d'honneur de Salvador de Bahia au Brésil. Monsieur le ministre, force est de constater que vous semblez très bien connaître Lula da Silva. Alors, vous avez certainement suivi l'élection présidentielle du Brésil avec beaucoup d'intérêt. Alors, dites-nous ce qui a contribué à l'élection de Lula da Silva. Vous savez, Lula, sa force, il la tire de son bilan. Parce que c'est le seul président de l'histoire du Brésil qui a fait sortir les pauvres, les noirs de la misère. Il est du nord-est, c'est la zone où se trouvent la plupart des États qui contre les noirs. Voilà, vous savez, l'histoire du Brésil, si on ne la connaît pas, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui fait la force de cet homme-là. Vous savez, le Brésil, comme tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord qui ont recueilli les Africains déportés, mis en esclaves,
Le Brésil fait partie de ces pays qui ont tardivement accepté l'abolition de l'esclavage. Après la déclaration de l'abolition de l'esclavage universel, le Brésil a continué à pratiquer l'esclavage. Ils ont cette grande tradition, les Blancs qui étaient là-bas, grande tradition d'oppression et d'exploitation des Noirs. Ils n'ont pas voulu céder. Mais quand ils ont cédé, c'est une dictature qui s'est substituée à l'esclavage. Dictature fasciste, dure, militaire, qui a duré très longtemps et qui a maintenu les rapports d'exploitation et de domination. C'est une question d'histoire. Parce que je pourrais même dire de l'imaginaire collectif des Noirs et des pauvres au Brésil. Parce que, voilà. Et quand lui, il est arrivé au pouvoir, il a sorti, comme je l'ai dit tout au début, les Noirs et les pauvres de la misère. Il a voté des lois, je vais vous surprendre, qui enseignent, qui rendent obligatoire l'enseignement de l'histoire africaine. Il a, par exemple, on enseigne l'histoire de l'égyptologie au Brésil, grâce à Lula. Lula a fait en sorte que on a créé des lois, des quotas, c'est une discrimination positive pour permettre aux Noirs d'accéder à l'université. Et c'est comme ça qu'une bonne partie de la classe moyenne s'est élargie vers les Noirs. Et vous voyez, si maintenant vous avez les Noirs et les Métis qui sont presque majoritaires au niveau de la population, vous voyez comment s'il y a vote, ces pauvres et ces Noirs vont voter pour Lula. Et ça remet en cause le pouvoir de l'oligarchie blanche, raciste, esclavagiste au Brésil. Le Brésil jusqu'à maintenant est dans une lutte pour l'égalité raciale. C'est un pays extrêmement raciste. Et Lula s'est montré comme le défenseur des pauvres et pour la justice sociale. Alors, il a fait 2 mandats sans problème. Il a été tout le temps libre. Il aurait fait, si la Constitution lui avait permis de faire un 3e mandat consécutif, il aurait gagné. Alors, monsieur le ministre, comme vous venez de le marteler d'ailleurs, la lutte contre la pauvreté, l'équilibre social, la sécurité, la protection de la forêt amazonienne sont entre autres les combats prioritaires qu'il envisage de mener tout au long de son mandat. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. Morgan Palmer, la sécurité du Brésil semble préoccuper Lula da Silva, surtout si on évoque le trafic d'armes du pays. Oui, mais ce n'était pas son thème de campagne de prédilection. C'est plutôt une thématique qui était chère à l'extrême droite au pays, donc portée par le président Bolsonaro, qui a donc perdu cette élection. La question du port d'armes, la généralisation du port d'armes a été beaucoup évoquée, et je crois d'ailleurs que c'était l'une des questions les plus clivantes dans cette élection présidentielle. Lula s'est toujours illustré dans le domaine de l'égalité des droits, l'accès, la démocratisation de l'accès au savoir. On l'a vu en 2003, il est la personne qui a fait le plus de réformes dans ce sens-là, mettant même d'ailleurs en place un truc qu'on avait déjà implémenté aux États-Unis, la discrimination positive, pour permettre à des jeunes issus des milieux noirs, ou métis, de pouvoir avoir accès aux universités. Donc les questions sociales et les questions d'égalité de droits, ce sont des questions qui ont été toujours chères à Lula. Et je crois qu'il doit en partie une grande part de sa popularité au fait qu'il se soit approprié ces thématiques. Alors, monsieur le ministre, on a pu observer que la victoire de Lula da Silva n'a pas fait l'unanimité, surtout venant du camp adverse. Quels sont les défis qu'il devra relever? Le défi au Brésil, c'est un défi géopolitique, géostratégique. Parce que le président Lula est un président très engagé dans la lutte internationale pour les droits des peuples. Il fait partie du forum social mondial, Lula. Donc c'est quelqu'un qui est en lutte pour rétablir la justice sociale dans le monde et dans son pays. Il favorise les groupes sociaux au Brésil qui luttent contre l'inégalité raciale et les droits de l'homme. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est porté par
ceux qui sont victimes de l'oppression historique, esclavagiste, fasciste, et qui aujourd'hui ont besoin encore, n'est-ce pas, d'achever leur combat. Les défis du président du Brésil, Lula da Silva, sont bien au-delà du pouvoir d'achat et de l'environnement. C'est d'ailleurs ce que nous fait savoir Colin Bekatal de la rédaction centrale de Global Télévision. Alors, il est bien de relever deux autres aspects de la campagne de Lula. D'abord, son empathie vis-à-vis des petits, entre guillemets, sans doute du fait qu'il fut lui-même ouvrier. Eh bien, Lula promet de créer un ministère des peuples autochtones à la tête duquel sera sans doute une personnalité indigène. D'autre part, la question de sécurité. Le président Lula refuse de surfer sur les vagues de cette lutte perpétuelle qui jusqu'ici n'a rien apporté, mais plutôt d'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire de mener une enquête approfondie afin de déceler, de démanteler des initiateurs du crime organisé au Brésil. Alors, maintenant que l'homme est élu, eh bien, il sera jugé au pied du mur. C'est bien de le dire, Lula da Silva sera évalué au pied du mur dès le 1er janvier 2023 pour le compte de son 3e mandat. Lula est conscient des épreuves qu'il devra affronter pour réussir à implanter sa politique, surtout que d'autres personnes évoquent la notion de paix. Porque eu me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. The polarized election in Brazil since the return of democracy 35 years ago. And Lula won, but by a very small margin, something like 1.5%. So that means that the election ends today, but not the division of Brazil. And it's going to be a big challenge for him in his third administration. Also, let's talk about peace and security. You see, in the country, there's division, two factions, the right wing and the left wing. So Lula will find it difficult to establish peace and serenity in the country. Lula has issues in being able to re-establish that atmosphere of serenity between Brazil and the EU. He has to do so as to save the Amazon forest. And now talking about the use of guns. His predecessor made it very easy to be able to access weapons. But to Lula, it is not in his agenda. He says, and I quote, "There shall be no decree on guns. There shall be decrees on books to strengthen education." Amadou Lamine Faye, si Lula connaît bien les affaires du pays, comment peut-il procéder pour implémenter sa politique? Non, il connaît très bien les affaires du pays. Parce que d'abord, c'est un syndicaliste habitué, expert en négociation. C'est un redoutable négociateur. La situation du pays est extrêmement délicate parce qu'il est président, mais il ne contrôle pas l'Assemblée. Il y a le patronat et les forces, les lobbies qui exploitent les forêts, qui exploitent le secteur du transport, comme vous les avez vus, veulent mettre en avant leur pouvoir économique pour freiner, n'est-ce pas, en tout cas l'empêcher de gouverner. Mais il va être très habile pour jouer avec les contradictions dans le corps social pour pouvoir tirer son épingle du jeu et arriver à gouverner. Mais je fais confiance à son talent de négociateur. Il sera habile comme il a été. Parce que les Brésiliens sont aujourd'hui ce qu'ils étaient hier. Hein? Mais pendant qu'il était encore au pouvoir et qu'il a pu faire remonter les Noirs et les pauvres, n'est-ce pas, sur l'échelle économique et sociale, mais il était combattu par les forces, les lobbies financiers internationaux avec l'aide des États-Unis. Mais il est arrivé à présenter un grand bilan. Et il va faire la même chose parce qu'il est porté par le mouvement des travailleurs, n'est-ce pas? Il est porté par le mouvement des Noirs qui sont majoritaires avec les métis. Et aujourd'hui, ça c'est sa force. Et avec son talent de négociateur, connaissant bien le Brésil, avec
Ses alliés, parce qu'aujourd'hui aussi il y a une situation favorable dans l'environnement du Brésil. Tous les États de l'Amérique latine qui avaient basculé vers la droite sont revenus vers, n'est-ce pas, la gauche ou au centre. Et aujourd'hui, on a même 2 femmes noires qui sont vice-présidentes en Amérique latine, telles que par exemple la vice-présidente du Costa Rica, Epsi Campbell au Costa Rica, et la Hernandez qui est la vice-présidente en Colombie. Vous comprenez? Partout. Vous avez aussi à ses côtés, si vous ajoutez Nicaragua, le Venezuela et autres, donc il ne va pas être isolé, même en Argentine. Édition spéciale dernière minute, on s'intéresse à présent à l'actualité au Sénégal avec un regard sur la démission d'Aminata Touré du groupe parlementaire présidentiel. Il faut dire que le départ de l'ancienne première ministre et alliée de Macky Sall, président du Sénégal, alimente les discussions, mais qui est-elle réellement? Fidèle, devenue rebelle, Aminata Touré, l'ancienne première ministre du Sénégal, a claqué la porte au groupe parlementaire présidentiel. Aminata Touré, de son petit nom Mimi Touré, semble avoir consommé le divorce avec son ex-mentor. Depuis, elle multiplie les actes de dissidence. Native de Dakar, la sexagénaire était jusqu'ici l'alliée la plus capée du président Macky Sall. Je suis une optimiste, une afro-optimiste. Je ne le dis pas juste parce que je suis sentimentaliste, mais parce qu'également j'ai pu constater de ma jeunesse à nos jours des avancées importantes pour le continent. Mimi Touré a secoué la maison. Fille de médecin et de sage-femme, l'ancienne militante des droits de l'homme et fonctionnaire des Nations Unies ne cache plus ses ambitions pour les prochaines présidentielles de 2024. La femme politique titulaire d'un doctorat en droit privé, obtenu en 2015, a été ministre de la Justice en 2012 et chef du gouvernement sénégalais en 2013. Une démission qui susciterait de la sympathie au-delà même du Sénégal. Félicitations, c'est très bien pour une femme africaine. Et je l'encourage dans cette lancée, il faut oser. Nous avons vu dans notre continent africain la présidente du Libéria, Ellen Johnson. Pourquoi pas la future présidente Mimi Touré au Sénégal? Avec nous en direct de Dakar, Ibrahim Asso, notre correspondant. Quelle est l'ambiance générale depuis cette démission? Il faut rappeler les faits un peu. C'est dire tout simplement que Mme Mimi Touré était choisie par le président de la République pour diriger la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives du 31 juillet dernier. Et elle était allée donc dans les coins les plus reculés de ce pays-là pour battre campagne et également pour pouvoir convaincre les citoyens à la cause et à la vision du président Macky Sall. Ceci a été fait. La coalition avait tant bien que mal remporté ces élections-là, même s'il n'a pas pu parvenir à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, parce que ne l'oublions pas aussi, le score était tellement serré, avec 83 députés pour la coalition présidentielle et 82 pour la coalition de l'opposition. Donc, ce qui veut dire tout simplement que Mimi a gagné les élections, mais pas avec la manière. Et tout le monde s'attendait quand même, malgré ce score critiqué-là, qu'elle soit nommée pour une récompense politique, qu'elle soit nommée présidente de l'Assemblée nationale. Il ne lui restait peut-être que dans son chemin politique que ce poste-là, la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui serait également une première qu'une femme dirige l'hémicycle sénégalais. Mais tel n'a pas été le cas. Macky Sall a choisi un autre, inconnu du grand public, qui est maire de Richard Toll, à 400 km de Dakar. Aujourd'hui, Mme Mimi Touré est très claire dans ses positions. Elle est face au pouvoir, elle est devenue radicale même, parce qu'il dit qu'il va même introduire une loi à l'Assemblée nationale interdisant certaines nominations si la personne en question a des liens de parenté très proches avec le chef de l'État. Alors, à la suite d'Ibrahim Asso, Morgan Palmer, comment comprendre ce départ peut-être inattendu d'Aminata Touré des rangs du groupe parlementaire présidentiel? Ouais, je crois que c'est le désenchantement, hein, après une love story qui a quand même duré plusieurs années. Il le rappelait tout à l'heure, Ibrahima, elle a été ministre de la Justice dans une période difficile où il a fallu liquider les adversaires politiques. On se souvient de tout ce qui avait été fait à l'époque avec la condamnation de Karim Ouad
sans que les éléments de sa culpabilité aient été établis. Elle est partie de ce poste-là à Première ministre avant que les rubans de l'état de grâce ne se mettent à faner. Évidemment, dans la vie parlementaire, quand on a le parcours qui est le sien, quand on a porté un peu la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée, on s'attend, alors que nous sommes à l'approche des prochaines présidentielles, à avoir un dauphinat, à être dauphin, un dauphin assumé. Mais apparemment, ce n'est pas du tout la même vision qu'a le président Macky Sall. Et donc, voilà, on joue de l'anticipation. Il ne faut pas que voir de la conviction dans ce que nous voyons. Il faut voir aussi beaucoup d'opportunisme. C'est un peu ça la politique. C'est des décisions qui sont guidées beaucoup plus par la raison que par des convictions. C'est très opportun, après plus d'un an de la présidentielle aujourd'hui, de se démarquer de ce camp qui, de toutes les façons, n'annonce pas de très très bonnes nouvelles pour la suite. Il faudra vraiment un miracle pour qu'après le président Sall, que quelqu'un de sa majorité soit président du Sénégal. Et donc il faut peut-être commencer à prendre des distances avec sa famille politique d'hier, dans l'espoir de se construire une nouvelle virilité politique lui permettant de jouer peut-être les premiers rôles dans l'opposition au président Macky Sall en vue de la présidentielle à venir. Amadou Lamine Faye, que peut traduire ce départ? Il faut préciser d'abord que Mimi Touré était une figure politique importante pour le président Macky Sall, au point qu'il avait nommé Premier ministre, après lui avoir fait jouer un rôle extrêmement condamnable, c'est-à-dire de faire condamner Karim Wade avec la CREI, sans pouvoir apporter la preuve de la culpabilité de Karim Wade. Aujourd'hui, avec ses ambitions de succéder à Macky Sall, elle s'est vue un peu écartée au profit d'un cousin, ou en tout cas parent de la femme de Macky Sall. Et ça l'a mis dans ses gonds, et aujourd'hui, elle a viré dans l'opposition. Cette dame, donc, a une capacité de nuisance et peut extrêmement nuire à Macky Sall. Dans le contexte où Sonko, aujourd'hui, occupe la première position du leadership dans l'opposition. Elle veut jouer un rôle dans le cadre de l'opposition, mais elle traîne des casseroles, elle traîne les rancœurs des gens qui ont été victimes, n'est-ce pas, de sa politique de répression de l'opposition. Vous comprenez? C'est ça la difficulté et l'ambiguïté pour Mimi Touré. Maintenant, elle a quitté n'est-ce pas, le groupe parlementaire de Macky Sall. La situation au niveau parlementaire, c'est que Macky Sall est affaibli par le fait qu'il n'occupe pas la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Toujours avec vous, Monsieur le Ministre, quelles sont les perspectives qu'ouvre le départ de Mimi Touré? Est-ce qu'il y a des possibilités d'alliance entre elle et Karim, sachant qu'étant ministre de la Justice, elle fait enfermer Karim Wade? En politique, tout est possible. C'est en fonction des intérêts du moment. Ils ont eu un contentieux sur la question de la CREI qui a fait condamner Karim Wade, et c'est Mimi Touré qui a été la maîtresse d'œuvre de cette condamnation. Alors, donc, on peut imaginer que Karim Wade n'acceptera jamais, pour cette raison-là, de s'allier avec Mimi Touré. Mais les deux ont en commun un ennemi commun, c'est Macky Sall. Vous comprenez? Vous pouvez, donc, dans une triade, deux toujours peuvent s'allier contre un. Dans une triade, 3 personnes qui s'opposent, 2 peuvent s'allier contre un. Et là, on peut dire que si on approche ces élections-là, peut-être que dans les négociations, ils trouveront des espaces de convergence pour s'allier à des circonstances contre uniquement Macky Sall pour qu'il ne gagne pas le 3e mandat. Dans les rues de Dakar, certains reprocheraient au président Macky Sall de vouloir transformer le gouvernement en une entreprise familiale en nommant ses proches à des postes stratégiques. Pour une démocratie plus pluraliste, on devrait séparer les affaires personnelles et la gestion de nos pays. Ça permettrait de donner la chance déjà à toutes les couches de la société, à tous les intellectuels qui sont engagés dans la gestion publique, qui ont des talents et qui veulent servir leur pays. Ça pourrait faire mal à l'Afrique.
Parce qu'il y a des gens qui méritent cela et on ne leur donne pas cela. Et on donne à d'autres personnes qui ne méritent pas. Et ça, pour moi, c'est, je peux dire, un fléau quand même. Je pense que c'est très mauvais parce que des étudiants comme nous ne pouvons pas venir à l'université, galérer pendant des années, avoir des diplômes et que ces diplômes soient nuls au profit de quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui prend son frère et tout, le placer dans des postes qu'il ne mérite pas. Monsieur le ministre, nous revenons à nouveau vers vous. Quel est votre regard sur la question? Ah mais non, là ça c'est des faits. Hein. Parce qu'il avait dit gouvernance vertueuse et sombre, qu'il ne mettrait jamais un parent, en tout cas, de sa femme. Donc il a fait tout le contraire de ce qu'il avait combattu et avancé. Ça, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui au Sénégal une gestion dynastique. C'est la famille, sa famille et la famille de sa femme dans son bilan. Très lourd et ça fait le sous-gras de la presse. On voit là, monsieur le ministre, qui n'a pas retenu des leçons à l'origine de la chute d'Abdoulaye Wade. Au contraire, il a fait pire. On peut dire qu'il a fait pire. Ce qu'il reprochait à Macky Sall, à Abdoulaye Wade, il a fait pire. Morgan Palmer, on vient d'écouter ce qui a été dit. Alors, comment expliquer cette manière de gérer les affaires? Écoutez, vous savez, la vision du pouvoir qu'on a avant de le pratiquer n'est jamais la même que quand on est dans l'exercice de la fonction. On l'a observé, souvent on entend beaucoup de déclarations de bonnes intentions qui se fracassent au vu de la réalité. Pour ce qui est du cas du Sénégal, effectivement aujourd'hui c'est un peu ironique ce que nous vivons. C'est ironique dans le sens où on a à la tête du pays quelqu'un qui est arrivé en critiquant son prédécesseur, en trouvant tous les bons mots. À l'époque, il parlait de dévolution monarchique, pour dire que le président Wade souhaitait passer le pouvoir à son fils Karim Wade, et qu'aujourd'hui, qu'on ait les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, parce que si la société sénégalaise est autant mobilisée, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, eh ben c'est pour faire bloc et mettre un terme à un projet quelconque qui viserait à faire succéder à Macky Sall quelqu'un qui soit issu de son giron. Donc, que dire, simplement que parfois la critique est aisée, mais l'art est difficile. Comment comprendre donc que des amis d'hier sont désormais non pas des ennemis, mais plutôt des adversaires, je dirais? Ah, mais ça rythme la vie politique, hein. Pas qu'en Afrique, un peu partout. On a connu Chirac et Balladur, amis de 30 ans, qui ont fini avec une inimité qui était à peine cachée. Ils sont retrouvés, je crois, tous les deux à siéger au Conseil constitutionnel. Ils ne s'adressaient pas la parole. On a connu en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays des gens qui étaient ensemble et qui ont fini leur vie politique. En fait, l'histoire de la vie politique, c'est qu'elle est très fluctuante. Elle est fluctuante parce qu'elle n'est rythmée que par des intérêts du moment. Donc, en général, il est difficile souvent d'anticiper sur le temps long en politique. Parce qu'il y a trop de contingences, des contingences qui sont la plupart du temps rythmées par la réalité du moment. Il faut dire que le cas d'Aminata Touré et Macky Sall n'est pas isolé sur le continent africain. D'ailleurs, Renaud Inan de la rédaction centrale de Global Télévision évoque quelques-uns. La rupture politique entre Macky Sall et Aminata Touré rappelle une autre vécue au Sénégal en 2012. Macky Sall, alors ancien directeur de campagne de Abdoulaye Wade en 2007, a décidé 5 ans plus tard de se présenter à l'élection présidentielle pour challenger son mentor d'alors, Abdoulaye Wade. Une rupture comme celle-là rappelle une autre vécue en Côte d'Ivoire, où les avis ont divergé entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'a pas renversé Alassane Dramane Ouattara, il faut dire que les deux personnalités étaient des alliés. Parce que dès l'arrivée au pouvoir de Alassane Ouattara, il avait comme allié Guillaume Soro. Après, les deux personnalités ont commencé à se regarder en chien de faïence. Morgan Palmer, à quoi peut-on s'attendre après cette rupture brusque du cordon ombilical qui liait jusqu'ici Aminata Touré au président Macky Sall? Il y aura plus de panache dans la vie politique sénégalaise à l'approche donc de la présidentielle à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on savait qu'il y avait le camp présidentiel Benno Bokk Yakaar, donc cette alliance-là, et d'un côté, les gens du PDS de l'autre côté, hein, peut-être éventuellement dirigés par Karim Wade,
et aussi le mouvement Pastel, hein, Aski Yemi, avec Ousmane Sonko et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Et désormais, on a un nouveau larron qui rentre dans la course, quoi. Tout se passera maintenant sur les alliances qui peuvent se mettre en place. Est-ce que ça va être facile de concilier certaines positions qui, quand même, à première vue, semblent très antagonistes? Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, la vie politique promet d'être très animée les prochains jours, surtout qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a le début d'instruction de l'affaire Sonko. Pour l'opposant, c'est une affaire téléphonée depuis le palais, la Maison Blanche de Macky Sall. Pour le palais, non, ils n'ont rien à voir dedans. L'issue de cette procédure aujourd'hui pourra nous dire si on va vers des schémas d'alcalmie au Sénégal ou pas. Certains prêtent à Aminata Touré des ambitions présidentielles. A-t-elle des capacités pour briguer un mandat? Annette Feti, rédactrice en chef de Global Télévision, relève quelques atouts. If Aminata Touré is eyeing the presidency, I think it is a good thing. With her over 20 years experience at the United Nations systems and her years of experience in the political landscape in Senegal, occupying key positions as Prime Minister and Member of Parliament, if she comes into the presidency, then she is a better candidate. She is that kind of a woman who wants to deliver to her nation at all costs. And you see this bubbling in her. She wants to do something great for her nation. You know, she will teach by example. Why do I say so? She will end clinging to power at all costs. What she's now telling President Macky Sall, you don't need another mandate in office. I think you have played your role. Leave the stage for another person. Again, with her rich background on economics, she would boost the country's socio-economic growth and she will equally foster gender equality. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, une dernière actualité qui a d'ailleurs été soulevée par Morgan Palmer, l'audition d'Ousmane Sonko. Quel commentaire faites-vous? Justement, si aujourd'hui j'ai eu mal préparé mon entretien avec vous, c'est parce qu'aujourd'hui, le pays, pratiquement Dakar, est quadrillé par l'armée et la police. Simplement en prévision de ce qui peut arriver demain à l'audition, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko sur l'affaire Adji Sarr. Si on en juge à celle de 8 mars, où quand on avait convoqué Sonko, il y avait eu 14 morts, on peut imaginer que ce serait pire si aujourd'hui, demain il est entendu et arrêté. Parce que connaissant aujourd'hui le gouvernement de la jeunesse, comment ils sont mobilisés et engagés derrière Sonko. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. C'était là une déclaration d'Ousmane Sonko, opposant sénégalais. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie, Global Télévision. Après le Sénégal marquant un arrêt au Tchad, au regard de ce qui s'y passe, il naît la question de la partition du pays. Les déclarations de certains leaders d'opinion sur le sujet se multiplient, bien plus ce communiqué de presse en images qui date du 19 septembre dernier. Sur les réseaux sociaux, Désiré Koumata, le porte-parole du mouvement pour la dignité et le développement du Tchad, du Sud, appelle à une synergie d'action entre tous les enfants du Tchad face à ce qu'elle considère comme étant un ennemi commun. La paix au Tchad n'existera pas, jamais, si nous ne nous mettons pas ensemble. Si nous, on ne se lève pas ensemble pour aller manifester. Nous, oui, effectivement, moi, je suis derrière la création de l'État du Sud, je suis derrière. Mais vous croyez que pourquoi on a créé cet État du Sud-là? C'est pour des comportements comme ça. Et cet État du Sud qu'on a créé, c'est quoi? C'est une fédération. Et c'est la même fédération-là que les autres sont en train de demander, qu'ils ont demandé dans leur monologue-là qui s'est passé. Et on leur a refusé. Nous, on est en train de créer cet État fédéral. Et dans cet État-là, chaque personne, chaque Tchadien qui est de bonne moralité peut vivre dedans. Seulement aujourd'hui, vous, dans le quartier nord, vous ne sortez même pas. Et vous êtes là. Vous dites que oui, vous êtes des braves. Montrez-nous alors que vous êtes des braves. Morgan Palmer, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce désir de scission? La question du partage des ressources. Hein, vous savez que c'est la principale question qui
qui met le feu aux poutres partout, partout en Afrique. Hein. Tant qu'on assistera au schéma où on a une minorité qui confisque l'ensemble des ressources, eh bien, ça donnera toujours des volontés de sécession, de partition du pays. Il y a le cas du Tchad, il y a aussi le cas du Cameroun, avec ce qui se passe là-bas dans ce pays au nord et au sud-ouest. Tout tourne toujours autour de la répartition de la richesse. Aujourd'hui, la quasi-totalité des conflits que vous allez observer dans le monde ont pour motivation, ont pour leitmotiv cette question. Pour le cas tchadien, il me souvient que depuis les années 60, donc après Tobal Mbaye, il s'est toujours posé la question au Tchad de la confiscation du pouvoir par une ethnie, l'ethnie du Nord, au détriment de l'ethnie du Sud. Par contre, pour revenir à ce qui vient d'être dit par Madame Koumataleu, je crains qu'on soit quand même face à un mouvement qui est très minoritaire. Hein. J'ai été plusieurs fois à N'Djamena. Bon, si on entend dire ces choses-là sous cap, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un vrai mouvement qui soit structuré au Tchad aujourd'hui, qui est bien avec une vraie organisation et en capacité de pouvoir aujourd'hui challenger réellement le pouvoir des Gazawa, donc l'ethnie du président actuel, même si il faut quand même se référer aussi à l'actualité. Je crois que depuis hier, il y a une incursion de rebelles tchadiens venant de la Centrafrique, d'après ce qui est dit, et avec des combats rudes. Donc je ne sais pas si ces deux actualités poursuivent la même logique. La population évoque également des fléaux comme la marginalisation et la stigmatisation. C'est d'ailleurs ce que nous fait comprendre Hervé Moukourou, rédacteur en chef à Global Télévision. Alors, ce qui se passe au Tchad du Sud est quasiment similaire à ce qui se passe dans les régions anglophones au Cameroun, avec les séparatistes justement anglophones, et ce qui se passe avec les indépendantistes casamançais. Et là, c'est au Sénégal, c'est le même sentiment qui revient. Il y a un sentiment de marginalisation, de discrimination, de souffrance de certains de ces peuples-là. Et les populations, comme c'est le cas au Tchad, affirment se battre pour leur suivi. Et surtout, là-bas au Tchad, ils parlent de l'indifférence des pouvoirs publics et surtout de leurs frères nordistes. Et là, rappelons-le, au Tchad, il existe un véritable problème, un clivage entre le nord et le sud. Le dernier chef de l'État du sud à avoir dirigé le pays, c'est bien François Tombal Mbaye. C'était juste après les indépendances, entre 1966 et 1975. Et Tombal Mbaye, à l'époque, avait fait face à la révolte des nordistes, donc des musulmans. Et depuis lors, c'est toujours une tension sous-jacente dans le pays. Morgan Palmer, à ce malaise s'ajoute un autre sujet épineux qui est la prorogation du mandat de la transition à la tête du pays. Oui, parce que l'ambition qui avait été annoncée dans un premier temps, c'était 18 mois, hein, une transition de 18 mois, avec in fine la promesse que les dirigeants de cette transition ne se présenteraient pas dans le cadre d'une présidentielle. Bon, en politique, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Là, donc, il y a eu des fameuses assises nationales qui ont été donc convoquées et qui ont battu en brèche ce premier scénario, donnant d'ailleurs jusqu'à 2 ans de plus à la transition actuelle et la possibilité de pouvoir concourir à l'élection présidentielle à venir. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas faites pour ramener de l'accalmie, créer des schémas de paix. Je crois qu'on va avoir une paix plus que jamais adultérine au Tchad, même s'ils sont coutumiers du fait et qu'il n'y a rien de nouveau finalement. Très bien. L'appel à la création du Tchad du Sud pourrait donc trouver son fondement aussi, non seulement dans la composition, mais également dans la richesse de cette partie du pays. C'est ce que pense Adi Poutou, rédactrice en chef de Global Télévision. L'une des caractéristiques de la population tchadienne, c'est son clivage nord-sud. Ce pays, 5e plus grand sur le continent africain en termes de superficie, résulte de l'assemblage d'un nord et d'un sud très distincts et historiquement antagonistes. Cela a toujours été une menace pour l'unité nationale.
Cette partie sud qui revendique aujourd'hui son indépendance est composée d'une élite formée à l'école occidentale. Mais ce qu'il faut avant tout mettre en avant, c'est la richesse de cette partie du pays. Parce que le Tchad sud est fortement développé. La nature l'a doté des conditions climatiques favorables aux activités agro-pastorales. À cela s'ajoute le grand projet pétrolier qui font que cet espace soit très convoité. Conscients donc de tous ces atouts, les sudistes qui ont toujours crié à la marginalisation veulent aujourd'hui tourner le dos au pouvoir central, s'administrer eux-mêmes, prendre leur envol et profiter librement de leurs richesses. Alors Morgan Palmer, dites-nous comment le Tchad peut-il résoudre toutes ces crises? Avec une meilleure répartition de la richesse. Parce que je vous ai dit, tout tourne autour de ça. Tant qu'il y aura toujours une petite minorité de gens qui veulent s'accaparer de tout, et au détriment des autres majorités, des autres composants de la société, eh bien on sera toujours dans des schémas comme ceux-là, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Le problème de l'Afrique aujourd'hui tourne autour des égoïsmes exacerbés du leadership africain. Je crois qu'il n'y a pas 10 000 schémas, il ne faut pas sortir de Sciences Po pour savoir que cette question se règle autour des ressources. Elles sont où les ressources et comment on les partage de manière équitable. Je ne dis pas de manière égale, de manière équitable. Et puis voilà, si on a fait ça, il n'y a pas de raison que par la suite que les dents continuent à se grincer. Sauf qu'on ne peut pas continuer de manière générale en Afrique avec un système où vous avez les ministres, les directeurs généraux et même les chefs de service qui viennent tous de la même famille, parfois du même ethnie et tout, en espérer qu'il y aura de la paix. C'est juste pas possible. Merci Morgan Palmer d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'être fidèles à nos programmes. Nos programmes se poursuivent sur Global Télévision.